Bonsoir chers supporters, au moment d'affronter le Bayern Munich pour le match retour, la tension est présente, nous allons revenir en longueur sur la victoire parisienne, 3-2 lors du match aller. Véritable performance au miracle, on en débattra avec Drayas, bonsoir. Bonsoir. Et avec Lionel, bonsoir à toi. Bonsoir messieurs. Et nous parlerons également de l'entre-deux match, de l'entre-deux tours avec cette victoire à Strasbourg ce week-end, 4-1. Est-ce que le PSG a bien préparé ce match retour? On va commencer tout de suite donc par ce match aller. Match épique, victoire 3-2 du PSG. Le PSG a beaucoup subi, 31 tirs concédés. Mais peut-on dire que c'est un miracle, Drayas? Est-ce que pour toi ce match est un miracle? Cette victoire 3-2 est-elle un miracle? Avant de parler du résultat, moi j'ai envie de parler du match. Déjà le match il commence, on est en avril et déjà il commence à neiger. C'est juste en mode, ça y est, on est parti au Fairyland, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et j'ai vraiment envie de féliciter les deux équipes. Le Bayern pour sa qualité de football, le PSG pour sa solidarité, mais élevée à un degré qui dépasse presque l'entendement. Et je pense que les commentateurs allemands ont vu juste sur l'analyse du résultat, c'est-à-dire que en soi, si le Bayern gagne, il n'y a rien à redire. Que le PSG gagne, ça peut sembler un petit peu ubuesque au regard des stats, mais on peut absolument pas dire que le match a été volé. Lionel? Moi, pour moi, ce n'est ni un miracle, ni un... Enfin, c'est pas un miracle, mais c'est pas non plus ultra mérité. Mais je trouve que Paris a été solide. Ils ont été ambitieux aussi, parce que commencer le match avec 4 attaquants, c'est quand même faire preuve d'ambition. Ils ont su être réalistes. Et au très haut niveau, c'est le réalisme qui paye, quoi. Donc, c'est pas un miracle, mais comme a dit Drayas, si le Bayern avait gagné, ça n'aurait choqué personne. Drayas, qu'est-ce qui t'a plu au-delà de la solidité? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a plu dans le jeu parisien? Alors, il y a un truc déjà, sur le réalisme, on a été très réaliste, mais il y a aussi eu, par exemple, Neymar qui en ce moment n'arrive pas à cadrer une frappe, qui a été excellent dans le jeu, mais qui n'arrive pas à cadrer une frappe, qui en a une qui est directement sur Neuer, c'est le seul arrêt du match, et qui en a deux qui sont à côté. Il y a, enfin, je veux dire, en soi, ce but hors jeu pour en un soi, poil de cul voilà, c'est pas, Paris en met un quatrième, c'est pareil, il y a rien à dire. Enfin, c'est un match qui est tellement paradoxal où on a vu, c'est pas, j'en discutais, on n'est pas dans un cas où tu avais une équipe qui attaquait et l'autre équipe qui l'écœurait en étant à 10 derrière à faire le bus. On n'était pas dans ce scénario-là. On était vraiment dans un grand match. On était dans un match qui est passionnant, un match qui a son potentiel pour faire partie de l'histoire des grands matchs avec des champions. Et c'était un match vraiment très très intéressant et on ne peut pas juste le réduire au réalisme de Paris. Il y a des confrontations qui dépassent l'entendement qui se sont déroulées, je trouve. Et vraiment, les 22 acteurs et les 23 acteurs, parce que l'arbitre a été très bon, sont vraiment à féliciter, et y compris le temps, parce que la neige en avril, c'était funky. Et c'était quoi ta question, du coup? Non, c'est bon, tu as répondu. Okay. J'ai pas besoin que Drayas parle un peu de match irrationnel. Est-ce que pour toi, Lionel, si tu étais tacticien pro, est-ce que tu peux vraiment analyser un match comme ça ou non? Non, c'est compliqué, mais après, il y a des choses qui me dérangent dans l'analyse du match fait à l'extérieur, c'est quand on parle des 31 tirs. Parce que moi, je les ai revus le lendemain. RMC a fait une vidéo avec ses 31 tentatives. Il y en a au moins une dizaine qui sont contrées par les défenseurs du Paris Saint-Germain et pas sur la ligne, mais des fois à l'entrée de la surface. Il y en a pas mal qui sont en dehors de la surface et qui ne sont pas non plus des actions dangereuses. Après, il y a eu des maladresses du Bayern. Mais dans l'absolu, je trouve que prendre ce chiffre de 31, c'est un peu une forme de malhonnêteté. Pour moi, ce serait vraiment prendre en compte les occasions franches du Bayern. Il y en a eu un nombre quand même assez intéressant. Je pense, je n'ai pas le nombre exact, mais si je me rappelle bien, il y a eu peut-être 8 ou 9 occasions. En expected goal, c'est à peu près 3,8 à 1,5 selon, ça diffère à peu près, mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, quand j'entends 31, c'est surtout que il me semble. C'est ce que dit Pochettino en conf de presse aujourd'hui. Il dit pour moi, c'est pas 31 tirs. Enfin, c'est 31 tirs, mais c'est pas 31 situations. Tu as complètement raison, Lionel. Après, c'est juste que ce sont les statistiques et les statistiques ne racontent pas la réalité d'un match. Oui, mais souvent, généralement, on ne compte pas une frappe contrée, surtout à l'entrée de la surface, comme un tir, il me semble. Après, si elle est cadrée, en fait, là, ce qui va déterminer, c'est si elle va être cadrée ou pas.
Mais c'est compris comme étant une frappe. En fait, quand tu vas dans les sites, il y a marqué les frappes cadrées et il y a marqué les frappes contrées aussi. Ça fait partie ici des. Quand tu prends que les frappes, ça fait partie. Ouais, c'est pour ça que moi je trouve que mettre en avant les 31, c'est un peu malhonnête parce que ça me fait penser un peu, je fais un parallèle avec le jeu FIFA où des gens qui jouent qui font 25 frappes dans un match, des frappes à 40 mètres et puis qui disent ah, j'ai dominé. Oui, le Bayern a dominé, ça c'est sûr et certain, mais il n'y a pas eu 31 occasions franches du Bayern pendant ce match. Mais je trouve que d'une manière générale, le fait que le Bayern ait eu beaucoup d'occasions s'est mis en avant. Après, il y a effectivement certaines personnes qui vont réduire le match à 31-5 au niveau des nombres de frappes. Mais d'une manière générale, ce qui ressort de la lecture qu'ont pu avoir, que ce soit même les médias français, même les médias allemands, d'une manière générale, c'est pas cette lecture-là. Il n'y a pas un irrespect pour un PSG qui a complètement été gagné contre le cours du jeu. Il n'y a pas ce. Oui et non, parce que bon, l'un des commentateurs les plus connus dans le football allemand en France, qui est Polo Breitner. Polo Breitner de RMC. Qui dit que le Paris Saint-Germain était dégueulasse, que c'est scandaleux ce que le Paris Saint-Germain a montré, que c'est honteux, etc. Il va y en avoir un qui va faire ça, mais oui, mais Breitner est une personne qui n'aime pas le PSG. Oui, ça représente pas la majorité des commentateurs, c'est juste qu'ils ont vu un putain de match et le PSG a fait partie de ce match et merci au PSG et merci au Bayern d'avoir fait ce match. C'est intéressant aussi, c'est que quand tu mènes 2-0, tu te fais rejoindre à 2-2. Nous, on en discutait avec Dreias pendant le match, on disait on signe tout de suite le 2-2, même si le scénario, on menait 2-0, puis tu arrives à pas te liquéfier, à aller mettre ce troisième but. Donc tu as une force mentale. Complètement. Et là-dessus, il y a une vraie thématique à développer. C'est est-ce que le Paris Saint-Germain a mûri, est-ce que le Paris Saint-Germain a grandi, notamment à l'aune du Final 8 par rapport aux déliquescences. On peut même revenir sur le match retour contre Barcelone où on se fait un peu peur, mais on n'a jamais non plus complètement peur. Et là, c'est un petit peu pas. Au moment où il y a le penalty, s'ils mettent le 2-1, il y a un petit moment où ça peut mal tourner. D'une manière générale, t'es pas non plus en train de te dire, ça y est, on est revenu comme les années d'avant. Le dernier podcast, on disait qu'au moment du penalty Messi, justement, dans nos têtes, ça a tourné. Oui, mais pas à ce moment-là. Non, mais c'est revenu à l'esprit. En tout cas, pour revenir sur le match du Bayern, parce que il y a 2-2, et sur le moment, quand il y a 2-2, t'es pas rassuré aussi. Tu es en train de te dire, ah ben putain, ça va finir à 4-2, ça va finir à 5-2. Oui, on signe pour le 2-2. Et voilà, etc. Et là, tu as une équipe du Bayern qui continue d'attaquer, mais à l'arrivée, on ne concède pas plus d'occasions que ça, en dépit d'avoir une défense de poussin. Parce que le seul mec confirmé de la défense, c'était quand même Kimpembe, il faut le dire. Et en plus de ça, non seulement on arrive à tenir en ayant cette défense-là, mais en plus de ça, on en plante un. Et c'est pas du tout, il sort pas de nulle part, c'est pas un but de châteux. Le but est très beau. Et voilà. Tout le but est beau. Draxler, au début, pour se défaire de la première ligne, et Mbappé. Voilà, non, il y a eu un vrai cap mental. Alors après, est-ce qu'on va confirmer ça ce soir? J'en sais rien. Mais en tout cas, le match aller était vraiment un match pliant, quoi. On va parler un peu de Pochettino. Est-ce que pour vous, c'était un choix clair de ne pas exister au milieu, de subir et d'essayer d'être efficace comme ça? Est-ce que c'était un vrai choix prévu par Pochettino? Et est-ce que pour vous, c'est un peu joué à la roulette russe? Est-ce que c'était un peu pile ou face? Ou pour vous, c'est tout que ça allait faire mieux? Si je peux commencer, je pense qu'il n'avait pas trop le choix. C'est-à-dire qu'il te manque Verratti, il te manque Paredes. Alors, il aurait pu faire démarrer Herrera, mais je pense qu'il a voulu démarrer avec la zone axiale, c'est-à-dire Kimpembe, Marquinhos, et puis juste devant Gay, Danilo, quelque chose de très solide, et plus ou moins pousser le Bayern à attaquer sur les ailes, à devoir aller centrer. Et il avait mis des joueurs qui étaient capables de défendre sur les deux ailiers. Et en se disant que sur les centres, on serait capable de pouvoir résister. Mais on sait très bien que quand tu as Gay et Danilo à la relance, tu ne peux pas trop compter sur eux. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a fait le choix des 4 attaquants. Même si moi, au départ, quand j'ai vu cette composition, je me suis dit ça ressemble à du suicide. Mais l'objectif, je pense, c'était vraiment de pouvoir... si on regardait bien les occasions, souvent on relançait rapidement sur les 2 joueurs de côté, Draxler et Di Maria, et les quelques rares fois où ils ont su éliminer pour trouver rapidement Neymar ou Mbappé,
on a su mettre le Bayern en difficulté. Mais on ne pouvait pas faire autre chose que ça avec comme le terrain Gaël Danilo. Pour ressortir le ballon, c'était très compliqué avec ces deux joueurs-là. Surtout qu'il a dû être conforté dans ce schéma par le match à Lyon, où même si c'est complètement différent, on n'a pas du tout le niveau de Munich, mais Lyon était supérieur au milieu. On avait décidé aussi de zapper cette construction au milieu avec Gaël Danilo pour vite exploser sur les ailes, notamment Mbappé. Ça a été un peu le même schéma de jeu. À une grande différence près, c'est que Mbappé, là, et c'est à noter, Mbappé était avant-centre. Et qui se souvient de toutes les critiques, parce que Mbappé, clairement, était le neuf sur ce match. On était à 4 attaquants, mais on était à une ligne de 3 et une ligne de 1 devant qui était Mbappé tout seul. Et qui se souvient de toutes les critiques de Mbappé quand il était pur neuf, qui se souvient de toutes les critiques quand il était en équipe de France ou qu'il était aligné en neuf, où il était descendu. Et Pochettino a choisi sciemment, alors qu'il ne le fait pas tant que ça en championnat, d'installer Mbappé en neuf. Sur ce match-là, a choisi sciemment de l'installer en neuf. Et le moins qu'on peut dire, c'est que ça a payé. Et après, encore une fois, Icardi n'est pas là, qui ne revenait du Covid. Oui, mais, c'est aussi un mais il aurait pu jouer avec 2 attaquants, ce qu'il n'a pas fait. Et clairement, et je pense que ça, je pense que ce simple fait-là est en train de montrer une véritable analyse du Bayern, qui est que Mbappé en neuf n'est pas forcément bon dans d'autres circonstances, mais face à une défense qui est celle du Bayern, qui prend beaucoup de risques, etc., à ce moment-là, se retrouver avec Mbappé en neuf, ou là où Mbappé, normalement, il peut avoir ses espaces quand il est sur les ailes, là, du coup, il allait pouvoir avoir ses espaces quand il était devant. Et je pense que, du coup, on peut rétrospectivement revenir sur, et on va rejoindre ce qu'a dit Lionel, mais je vais le présenter de manière un peu plus positive. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'avait pas des masses de choix. Il était soumis à beaucoup de contraintes. Mais clairement, c'était voulu avec cette explosivité devant, symbolisée par Mbappé qui était en neuf, et le fait de tenir derrière, quoi. Et le fait de tenir derrière. Donc le milieu a été organisé pour tenir derrière. Pour toi, c'est un choix libre d'accepter de subir. Je pense, oui. Dicté par les circonstances, mais je crois qu'il a pris les circonstances pour en tirer la meilleure possibilité possible, et notamment le fait d'avoir mis Mbappé en neuf, qui pour moi... Je vais te faire enchaîner avec la prochaine question, Seb. Là, comme tu parles, il y a des circonstances, mais est-ce que même si tout le monde est présent, est-ce que quand tu as Mbappé et Neymar sur le terrain, est-ce qu'il faut s'orienter vers ce type de jeu où on accepte de subir, notamment au milieu? Alors, Lionel, vas-y. Non, c'est Seb, justement, vas-y. Oui, la problématique qui est importante de prendre en compte ici, c'est qu'on est face à ce qui, pour moi, et d'une manière générale pour beaucoup d'observateurs, ce qui est à l'heure actuelle la meilleure équipe d'Europe. Oui, je pense que tout le monde est d'accord. Voilà. Donc, tu es face à la meilleure équipe d'Europe, donc tu sais qu'en termes de circulation du ballon, en termes de utilisation du ballon et capacité de projection, capacité de variation des attaques, etc., on est face à ce qui se fait le mieux. Donc, inévitablement, c'est compliqué de jouer face à une équipe comme ça. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu mieux, et ne serait-ce qu'un petit peu décharger le nombre d'actions du Bayern en installant un milieu qui est un peu plus capable de garder la balle, notamment avec Verratti? Oui, bien sûr, si tu peux le faire, tu le fais parce que ça va t'apporter a priori plus de possibilités. Maintenant, est-ce que ça aurait été mieux? C'est très difficile à dire. Faut pas oublier une chose, c'est entre autres dû à la manière avec laquelle on a joué, mais le Bayern a eu plus d'occasions dans l'ensemble que ce qu'il en a sur la majorité de ses matchs où il gagne. Donc c'est complexe de répondre. Est-ce qu'il aurait fallu faire mieux? Peut-être, mais en tout cas, ce qu'on a fait, c'était très bien. Lionel, au-delà du faire mieux, est-ce que pour toi maintenant, comme je le redis avec Neymar et Mbappé, il faut jouer ce jeu de transition en acceptant, pourquoi pas, de ne pas dominer cette bataille du milieu, même si tu peux. Alors moi, la question que je pose aussi, c'est est-ce que si par exemple on réintègre Verratti, parce que moi je pense qu'il faut réussir, il faut réintégrer Verratti dans l'équipe. Quid de la position de Neymar, parce que Neymar a surtout été axial. Il était quand même assez proche d'Mbappé et ça faisait qu'il n'était pas obligé de venir aider son latéral. Mais si on réintègre Verratti, pour moi, de toute façon, Verratti dans un double pivot, ce sera compliqué, donc ce sera forcément avec 2 autres milieux de terrain. Est-ce que Neymar à gauche aura la capacité d'être aussi influent qu'il a pu être lors du match du Bayern? Donc c'est aussi
quelque chose à prendre en compte. Après, oui, de toute façon, ces deux joueurs-là sont deux joueurs qui, de par leurs caractéristiques, on ne peut pas leur demander de défendre autant que d'autres joueurs. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec cette dernière affirmation. Ben, si, parce que le problème, c'est qu'un joueur comme Mbappé, c'est un joueur qui est explosif et qui est capable de répéter des sprints pendant le match. Il est capable de faire 10, 15 sprints dans un match, mais un joueur qui est capable de faire autant de sprints, il faut éviter de le faire partir de trop bas. Si chaque fois on demande à Mbappé de Sur Mbappé, on est d'accord. C'est sur Neymar qu'on n'est pas du tout d'accord, et notamment au regard du match contre le Bayern. Tu parles de Neymar et Neymar sans ballon contre le Bayern a juste été, très très justement sur ce match. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a véritablement participé au jeu. On peut noter aussi. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il a été très influent, mais même au jeu sans ballon. Non, en fait, le problème aussi, c'est que quand Neymar est ailier, même s'il fait les efforts de repli, les premiers efforts. Pas forcément comme le ferait un Keane sur son côté ou quoi que ce soit dont on parlait. Mais le problème, c'est que Neymar, quand il n'est pas axial et qu'il est à gauche, il va forcément se dézoner vers le centre avec ballon. Et donc, à la perte du ballon, déjà, il n'y aura personne à gauche. Ça peut-être, mais je pense que là, vous faites référence. Il y a vraiment deux Neymar. Il y a le Neymar en Ligue 1, il y a le Neymar en Ligue des Champions. Et ce n'est pas la même attitude. On voit ne serait-ce qu'un détail. C'est le temps qui passe au sol. En Ligue des Champions, il est diminué par 10. C'est pas la même attitude, c'est pas le même mindset. Et je me souviens d'un match l'année dernière où Neymar, où il était ailier, où il se retrouvait à être en train de défendre parce qu'il était en train de compenser le latéral qui était monté et il était derrière, il était au niveau de la défense du PSG. Et je trouve que quand on parle de Neymar, il faut faire très attention parce qu'il faut vraiment distinguer le Neymar de la Ligue 1, qui manque un peu de respect à ses adversaires, etc. Et le Neymar en Ligue des Champions, c'est pas du tout. D'accord, sauf qu'aujourd'hui, je pense que Neymar est à 70-75% de ses capacités physiques et que le mettre ailier, ce serait baisser son influence dans le jeu avec ballon parce qu'il va répéter des efforts qui seront beaucoup plus intensifs. Et lorsqu'il va récupérer le ballon, il va le récupérer beaucoup plus près de son but que lorsqu'il est, par exemple, pour le match du Bayern. Et c'est un des reproches que j'avais pu faire lors de la finale contre le Bayern Munich. C'est que Neymar et Mbappé, pendant ce match-là, même Di Maria, touchaient des ballons beaucoup trop bas et avaient chaque fois 60-70 mètres à faire. Alors, là où pendant ce match-là, on s'est rendu compte qu'ils ont réussi à toucher des ballons dans les 40 derniers mètres. Et là, on se retrouve dans des positions de 1 contre 1 et d'être dangereux. Et je pense que si on le bascule côté gauche dans des matchs où on va jouer bloc bas, il va récupérer des ballons très très bas et il n'aura pas cette influence qu'il a pu avoir par exemple contre le Bayern. Après, c'est mon avis, je dis pas que... Faut pas comparer les ailiers sous Pochettino avec les ailiers sous Tourelle. Ouais. J'allais en parler, que ce soit à Munich ou même dans quelques autres matchs avant. Souvent, si on avait vu un milieu Danilo Gay et Neymar en 10, on se serait dit Neymar va être 6 derrière les deux autres, aller chercher le ballon. Là, il respecte une position plus haute, quitte à subir au milieu, et on le voit beaucoup moins décrocher. Et j'ai l'impression que c'est une consigne de Pochettino pour le coup. Même Verratti, quand il est mis 10 par rapport à ce qu'il pouvait faire avant qu'il ait été mis à cette position, il a toujours ce côté où Verratti va le faire, mais notamment au premier pressing, il va beaucoup plus respecter cet espace entre les lignes et ce rôle de playmaker qu'aime beaucoup Pochettino. Et je pense que de toute façon, pour moi, là où on a perdu la finale, c'est ça. Neymar et Mbappé ont besoin, pour moi, de toucher le ballon très très haut, c'est-à-dire d'être en position de 1 contre 1. Et plus ils vont le toucher bas, plus ils vont se retrouver dans des positions avec 2 ou 3 joueurs dans leur zone et vont se fatiguer à devoir éliminer plus de joueurs. Là, on l'a vu, souvent, Neymar, sur une touche de balle, réussissait à créer un décalage. Souvent, quand Mbappé recevait un ballon, c'était souvent dans des 1 contre 1, voire des 2 contre 1, mais des 2 contre 1 où il était pratiquement proche de la surface de réparation, donc c'est plus compliqué d'intervenir. Donc je trouve que déjà, c'est une forme de progression par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Oui, c'est d'accord sur le Presta. Je sais plus où on en est. On va passer au Presta individuel. Navas. Allez Seb, Navas ou Onana?
Le truc, je continue de préférer, ça continue d'être mon profil de gardien c'est pas le profil de gardien qui a mon élection, mais ça devient de plus en plus dur d'émettre la moindre critique sur lui. Son jeu au pied semble être le caduc des soucis, tellement il est essentiel par ailleurs. Je suis obligé. La force des choses, les évidences des matchs se répètent et disent la même chose. C'est ferme ta gueule sur tes critiques sur Navas, elles n'ont pas lieu d'être, quoi. Je continue de penser la même chose, mais je ne peux plus décemment Si tu dire. pouvais penser ferme ta gueule sur les autres sujets. Lionel, Navas. Ouais, je pense que Andreas a tout dit. Après, moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup dans ses caractéristiques de gardien. Le seul reproche que je lui fais, et je trouve qu'au Club, ça n'a pas été non plus vraiment vrai, parce qu'il a quand même intervenu, il est pas mal intervenu dans les sorties aériennes, même si c'était au point. C'est ça. Et je trouve que contre le Ban, il a fait l'effort quand même d'aller dégager au point. Mais c'est une personne qui apporte une telle sérénité, tu sais que voilà, que ça se ressemble sur les défenseurs. Quand tu vois Dagba qui fait pas un match exceptionnel, mais tu sens quand même qu'il est un peu plus confiant. Il a moins peur de faire une erreur parce qu'il y a d'ailleurs Navas. Et il a ce truc des grands gardiens, c'est au-delà de la sérénité, il a ce truc des grands gardiens d'attirer les adversaires. La baraka. Tu vois très très peu, mine de rien, de frappes en pleine lucarne avec Navas, en fait. Et c'est un petit peu ce qui se passait avec Neuer de la grande époque. Et puis, Mais de la grande époque. pour- Neuer de la grande- Voilà. Voilà. Et du coup, les adversaires, soit ils font un hors-cadre et ils en ont marre de faire des hors-cadres, donc ils finissent par frapper sur le fameux goal. troll qui disait qu'avec Et, Areola dans les buts, on en prenait peut-être 6. Oui, mais voilà, c'est au-delà de la sérénité qu'il dégage, et peut-être que la sérénité est une conséquence de ça, c'est qu'il a Une impact psychologique sur le l'adversaire. trait des grands gardiens, c'est que il fait que l'adversaire arrive devant le but, il est en train de se dire merde, comment je fais, quoi. Notamment cette frappe à 6 mètres du du Munichois qui se retrouve ça, tout seul, il va frapper sur Navas. Voilà, du coup, on se retrouve avec beaucoup de frappes sur Navas et très très peu dans les lucarnes. ce que tu dis est très vrai. Ça me rappelle lors de la finale de la Coupe du Monde 2014, où Messi qui arrive en face à face et qui croise trop son ballon contre Neuer. Je pense que contre notre gardien, il aurait mis petit filet. Mais tu es obligé de forcer un peu ta frappe quand tu as ce genre de gardien en face de toi, parce que tu sais que une frappe trop facile, il va la contrôler de la poitrine comme il a fait à Kimmich, quoi. Ouais, bon, on ne peut plus rien dire sur Navas. Non, les critiques sont trop malvenues pour que tu puisses les exprimer, en fait. On va passer sur les latéraux. Donc à droite, c'est Dagba qui a fait le match. À gauche, on a eu Diallo et qui a été sorti à la mi-temps par Baker. Qu'est-ce que vous avez pensé des trois, Lionel? Bah écoute, Dagba n'a pas été exceptionnel, mais après il avait aussi un client en face de lui. Et je trouve qu'il a réussi quand même à, je dirais pas éteindre Coman, mais à faire en sorte que Coman ne fasse pas un match exceptionnel. Et pour moi, c'était le plus important. C'est-à-dire que Coman n'a pas non plus pesé beaucoup parce qu'il avait un joueur qui a bien défendu sur lui. Après, Il a fait offensivement. mal quand même, hein. Il a fait mal à Dagba quand même, Coman. Oui, mais de toute façon, je pense que Coman, tu lui mets n'importe qui Oui. sur lui, il va lui faire mal. Mais on aurait eu Kerrer à la place de Dagba. Je pense que c'est pas faire mal seulement à Dagba qui lui a fait mal, il lui a fait mal à toute l'équipe parce que Dagba a quand même cette capacité, cette faculté par rapport à sa taille de pouvoir plus facilement, sur les changements d'appui, ne pas partir. C'est pas comme une erreur qui finit 12 fois par match au sol, oui. Voilà, donc ce qui fait que forcément, il allait souffrir, il a souffert, mais il a su quand même être un caillou dans la chaussure de Coman, et pour moi, c'est ce qu'il fallait de toute façon, parce qu'il ne pouvait pas faire plus. Après, offensivement, dans ce genre de match-là, on n'attend pas grand-chose des latéraux, quand on sait que on va être dominé et que principalement il faut bien défendre. Et un mot sur Diallo, Baker? Je pense qu'ils n'ont pas été très très bons, les deux. Après, ils ont eu la chance d'avoir un joueur qui est un peu le Di Maria allemand. Ouais, Sané qui n'est pas depuis son tour de blessure, là, c'est compliqué. Ouais. Seb? Bah, pour Diallo, je trouve une excuse parce qu'il était malade. clairement malade et il sort à la mi-temps parce qu'il peut plus continuer. Mais voilà, enfin,
pour moi, les latéraux, je trouve que Lionel est un tout petit peu trop positif. C'était vraiment la classe biberon. C'était un Dagba qui était. Alors, je suis d'accord avec Lionel, c'est dans le cadre de ses limites, il a fait au Mais mieux. c'est ça, il a fait le match qu'il pouvait faire par rapport à ses Voilà. qualités. Dans le cadre de ses limites, il a fait le C'est ça. mais c'est complètement insuffisant. Et, Baker, il est un petit peu plus solide dans les duels, mais alors qu'est-ce que c'est pauvre. Qu'est-ce que c'est pauvre. C'est pas le niveau Ligue 1. C'est d'une pauvreté absolue, quoi. C'est-à-dire que quand moi, au début du match, je vois Dagba, j'ai les jambes qui claquent, tu vois. Et à la fin du match, je me dis, par rapport à ce qu'on attend de lui. Ouais, je suis d'accord. Mais en soi, il s'est quand même régulièrement fait bouffer sans avoir apporté offensivement. Donc si tu regardes ces deux faits-là et tu te dis, tiens, je vais analyser la prestation du latéral sur ces deux faits-là, c'est-à-dire qu'il s'est régulièrement fait bouffer sur son aile et il n'a rien apporté offensivement, bah, c'est difficile de se dire qu'il a fait un bon match. Mais je suis d'accord avec toi. En soi, Dagba, tu lui mets un 4 sur 10 sur le match, mais tu t'attendais à ce qu'il puisse avoir un ou deux. Quoi, je comprends. Il a fait son meilleur match avec ses capacités. Ouais, il ne pouvait pas faire plus. On va passer à la défense centrale, donc Kimpembe, Marquinhos, on va en parler, même s'il sort vers la 35e, je crois. Et on va parler de Danilo, de son début de match au milieu, puis en défense. Drayas, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois défenseurs centraux sur ce match? Déjà, sur Marquinhos, c'est tout bête, mais Marquinhos, c'est notre Sergio Ramos du Real il y a 4-5 ans. Il marque les buts dans les bons matchs. C'est le mec qui plante les buts, c'est le mec qui dirige la défense, c'est le mec qui est capable d'avoir des interventions tranchantes, c'est le mec qui est capable de grosses relances. Que dire de ce joueur que de son froid, stature mais oui, en étant blessé. Le contrôle. Mais au-delà, que dire de la stature qu'a atteint ce joueur? Est-ce qu'il fait partie du top 2, top 3 des meilleurs centraux du monde? Il en est pas loin, s'il ne l'est pas encore, et je pense qu'il l'est déjà. C'est dit, malheureusement il sort, malheureusement ce soir il sera peut-être pas là. Reste donc Kimpembe qui est dans sa continuité du moment, c'est-à-dire qu'il fait des bons matchs, mais à aucun moment tu es complètement rassuré par son match, à aucun moment tu es en train de te dire tiens on a retrouvé le Kimpembe Masterclass. Notamment quand Marquinhos sort, il n'a pas ce côté leader, je vais ressortir plus haut la défense. Puis même dans ses interventions individuelles, il fait les interventions, il est bon dans ce qu'il fait, mais il n'a pas retrouvé de sa superbe qu'il pouvait avoir à une période. Il est encore dans une espèce de flou. Et reste Danilo. Son début de match au milieu. Ouais. Alors, le début de match au milieu, je ne me souviens plus trop, mais je pense que je l'avais bien aimé. Et ensuite de ça, il est extrêmement précieux quand il est derrière pour un point. C'est son jeu de tête. Et ça a été important avec les centres de Kimmich, etc. Il en a repoussé une pelletée. On prend 2 buts de tête de la tête. Oui, mais il en a repoussé pas mal. Et il a fait beaucoup de têtes défensives. Mais qu'est-ce qu'il est lent, et pour moi en centrale, c'est pas une satisfaction. Après, ce soir-là, il a fait son match. D'une manière générale, tous les joueurs ont fait leur match. Et si tu as le choix entre Danilo et Kerrer, à l'heure actuelle, en défense centrale? Je prends Danilo, mais c'est vraiment par défaut, en fait. Lionel, ton avis, est-ce qu'il diffère de celui de Drayas? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, après, je ne sais pas si je placerais Marquinhos dans le top 3 des défenseurs centraux dans le monde, mais je pense que c'est un joueur qui est très très important au Paris Saint-Germain. C'est toi des défenseurs centraux aussi décisifs dans les moments importants, et ceux dans les deux surfaces. Parce que tu vois, le Van Dijk qui est blessé, mais Van Dijk des buts, il n'en met pas tant que ça. Non, Van Dijk, il en met. Non, il y a De Ligt. Oui, mais des buts, il n'en met pas tant que ça dans les moments importants. De Ligt, Real et Juve, des champions. Pas autant. Les Pays-Bas, pas autant que Marquis. Cite-moi, il n'y en a pas des masses, en fait. Hein. Non, il n'y en a pas des masses, mais il y a quand même de... Après, bon, c'est une question de... on s'en fout, l'essentiel, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il est très, très important. Je trouve qu'il représente, en fait... il représente ce qu'on attend d'un joueur au Paris Saint-Germain, que ce soit son état d'esprit, sa motivation... Sa sérénité, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, Danilo, on a vu que c'est pas un défenseur central. De toute façon, sur le... On t'entend plus trop, Lionel. Vous m'entendez là? On t'entend faiblement, vas-y, pardon. J'ai dit Danilo, on a bien vu que c'est pas un central. Ouais. Il doit intervenir
sur le but de Choupo-Moting, où il nous regarde à un moment Choupo-Moting sur le point. Et donc, Oui, il est un peu fautif sur le but de Choupo. Donc voilà, mais après, il a dépanné. Le problème, c'est que quand le seul joueur qui a comme concurrence, c'est Kerrer, et que tu vois bien que Kerrer est totalement perdu au Paris Saint-Germain, qu'il faut qu'il parte au prochain mercato, on fait avec. Mais je trouve quand même qu'il monte en puissance. Après, c'est pas forcément le profil qui correspond, par exemple, au style du Paris Saint-Germain, mais il est déjà un peu plus utilisable ces derniers temps que ce qu'on a pu voir aujourd'hui quand il est arrivé chez nous. Vous êtes à peu près tous d'accord sur les centraux. On va passer au milieu. Peut-être qu'il va y avoir un débat inversé sur Gay, notamment. Donc, on va parler de l'entrée d'Herrera et du match d'Idrissa Gueye. Lionel, ton avis sur les deux, Herrera et Gueye? Herrera, c'est un peu comme contre le Barça quand il rentre au match aller. Je trouve qu'il a cette capacité à être bien positionné et à savoir jouer simplement pour la bonne personne, et puis surtout c'est un peu plus facile pour lui de sortir sous pression. Concernant Gay, alors oui, il a récupéré beaucoup de ballons, mais je trouve il a tué énormément d'occasions. En première mi-temps, on a vu plusieurs fois où on joue en retrait pour lui, il balance un ballon n'importe où, des passes simples sur 10-15 mètres raté. Alors oui, c'est vrai que il a su se projeter 3-4 fois et faire une passe à 3 mètres, mais j'ai envie de dire pour un joueur professionnel, heureusement. Mais je trouve qu'on a surcoté son match parce que oui, il a récupéré beaucoup de ballons, mais souvent il n'était pas bien placé, pas dans le bon tempo. Comme je dis, il a gâché beaucoup d'occasions parce que on se rend pas compte, mais le Bayern joue très très haut et si on avait un joueur qui arrivait sur un contrôle à se retourner et à donner le bon ballon vers Neymar ou un autre, on aurait pu avoir à la fin du match peut-être 4-5 occasions franches supplémentaires et la possibilité de mettre peut-être 2 autres buts au Bayern Munich. Donc pour ça, je trouve que on a regardé uniquement le côté chien où il va partout à récupérer des ballons, mais on n'a pas fait attention le nombre de fois où il a été fautif sur des contre-attaques ratées, où son positionnement il était positionné dans une zone où il n'était pas utile et après il doit faire une course de 10 mètres pour compenser, etc. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Après, oui, c'est vrai qu'il a récupéré beaucoup de ballons, mais ça s'arrête là. Arias, est-ce que tu es d'accord ou plus indulgent? Alors, on va Herrera déjà. Allez. On va d'abord parler d'Herrera. Ouais, Herrera, très très bonne rentrée. Pas assez utile ballon au pied parce que Herrera, on le connaît, hein, c'est le joueur qui voit ce qu'il faut faire mais qui n'a pas forcément la capacité technique pour le faire. Et donc son jeu au pied est régulièrement décevant. Mais il est rentré en maître tacticien, c'est-à-dire que sur le terrain, il était là pour couper les angles de passe, il était là pour interceler quand il le fallait sans jamais dézonner. Et il y a beaucoup de positifs à dire sur son match. Concernant Gay, moi je me souviens, avec mes problématiques de mémoire, la première mi-temps, m'en souviens plus bien. Mais je te trouve dur. Alors déjà, il y a une chose, c'est que Gay ne fait pas autant de récupération. Ce que fait Gay, c'est qu'il fait du harcèlement qui permet aux autres joueurs d'avoir des récupérations plus aisées. Et je te rejoins, mais pas tout à fait de la même manière. C'est le deuxième récupérateur du match, mais avec 6 quand Draxler en fait. Oui, voilà. Mais Draxler va pouvoir faire beaucoup de récupération parce que c'est Gay qui harcèle, qui force une passe difficile et derrière, la récupération est plus aisée. Mais grosso modo, on va se rejoindre. C'est juste des mots, en fait. Mais par contre, sur le jeu avec ballon, je te trouve dur dans le sens où tout le monde s'était extasié sur le jeu avec ballon contre le Real Madrid il y a 2 ans. Moi, je l'avais trouvé relativement médiocre sur ce match-là. Je l'avais trouvé, effectivement, trouvé des décalages, mais dans une zone où il n'y avait personne. Et là, il était dans une zone où il y avait du monde. Et dans le cadre de cette zone où il y avait du monde, alors bien sûr, il a eu des ratés, mais il a participé de nombreuses fois en deuxième mi-temps à des allants offensifs avec des passes qui étaient à propos, en continuant à se projeter.
Et en gros, j'ai vu, pour moi, ce qui est peut-être la meilleure performance de Gay au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Alors, est-ce que c'est idéal? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, etc. On pourra en débattre, mais en tout cas, c'était satisfaisant de le voir à ce niveau et de ne pas être ce joueur qui, sur la majorité des matchs qu'il joue, coûte cher à chaque fois qu'il touche la balle pour créer une action. Là, il était proactif dans ses actions, il n'était pas en train de les ralentir, il avait même tendance à les accélérer. Et c'est vraiment à mettre à son crédit. Et le voir à ce niveau, c'était pour moi une vraie surprise. Alors, moi, je suis un peu entre vous deux. J'ai trouvé notamment Gay dans la dernière demi-heure plutôt bon dans l'orientation du jeu en une touche, notamment vers des passes qui une dizaine de mètres vers l'avant. Après, sa première mi-temps va être très compliquée, au niveau du jeu long notamment. Mais il ne m'a pas gêné comme d'habitude, comme Dreyas le dit. D'habitude, on voit le ballon, ça nous pique. Voilà, c'est d'habitude, il arrête toutes les actions que tu as. Après, il rate. C'est vrai qu'il y a un 4 contre 2 qu'il amène mal, mais ça arrivera toujours. Après, il y a ce que disait Lionel, ce qui me gêne beaucoup plus avec Gay en général et sur ce match, c'est son placement. Il se place dans des zones mortes où il n'y a pas d'adversaire. Et du coup, il est toujours soit mal placé, notamment sur le but de l'égalisation. Quand Pavard se retrouve seul au centre, Gay, au départ de l'action, est sur personne. Il est sur aucun des milieux qui montent. Et il y a ces côtés aussi où, effectivement, Gay a 10 mètres de retard, revient, fait un sprint, mais pour rien, et derrière, il y a quand même occasion. Et t'en as pas mal dans ce match. Mais ça, je suis d'accord. Mais le truc, si tu veux, c'est que ça, on l'a d'habitude, avec en plus le joueur qui d'ailleurs, défensivement, est moins bon que ce soir-là, et qui quand il a le ballon, d'une manière générale, ralentit tout. Alors que là, il n'était pas ralentisseur des actions, il était accélérateur. Moi, ce que je veux dire, c'est que Gay a fait un match tout à fait honnête, mais c'est vrai qu'on est passé à des mecs qui ont mis 8, 9, c'est le PSG a Kanté, on est reparti dans tous ces trucs-là dans la presse française. Ça peut-être, mais tu réagis aux réactions. Toi, tu lui as mis 8 à la fin du match. Oui, mais parce que voilà, c'était le match, et le match était extraordinaire, j'avais tendance à surnoter tout le monde, il ne vaut sans doute pas 8. Mais ce que je veux dire, c'est que indépendamment des réactions, quand on réagit juste sur le match, on a vu un Gay qu'on a. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un Gay à ce niveau-là. Alors moi, j'ai fait et j'ai envie de le féliciter. Un autre constat sur ce match, c'est que Gay et les parties du match où il est le moins bon, c'est quand le PSG subit moins, et les parties du match où il est le meilleur entre guillemets, c'est quand le PSG subit beaucoup plus. Et le problème dans ce genre de profil, c'est que quand tu mets ce genre de profil, ça t'amène à subir. Et il va être bon, plus tu subis, plus il va être bon. Mais est-ce que c'est pas un problème en soi? C'est difficilement résoluble et ça se résout par les absences. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu n'as pas le choix, tu es obligé de jouer avec Gay de toute façon. Mais c'est difficile de répondre à ce que tu dis en fait. C'est en soi. C'est toi, ça t'assure sur le match. On peut pas te dire t'as tort et te dire t'as raison. Bah, c'est l'hypothèse. C'est nous enfermer dans un truc. Mais en soi, juste si on regarde le match, moi je suis un peu en désaccord avec Lionel là-dessus. C'est d'habitude Gay, je suis pas le dernier à tirer sur l'ambulance, quoi. Là, sur ce match, j'ai plus envie de le féliciter parce que je l'ai rarement vu à ce niveau-là. Lionel, tu veux réagir ou on passe aux attaquants? Non, on peut passer aux attaquants. On va passer aux attaquants. On va commencer par les deux ailiers du soir. C'était Di Maria et Draxler. Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des deux joueurs? Alors, c'est compliqué, c'est-à-dire que Di Maria est à l'avant-dernière place. Non, avant-dernière place sur le premier but, dernière passe sur avant-dernière place sur le premier but, dernière passe sur le dernier. Le troisième. Après, il a raté énormément de choses. Le problème, c'est que c'est un joueur, on sait, qui peut faire la différence. Mais j'ai l'impression que quand il y a Neymar et Mbappé, il ne sera jamais utilisé à sa pleine mesure. On Neymar sans qu'il soit à sa pleine mesure. Quoi? Il a fait des matchs sans Neymar sans qu'il soit à sa pleine mesure. Oui, mais avec les deux, c'est plutôt... Le ratio est plus important avec les deux que sans les deux. Et dans un match où on a besoin peut-être de défendre un peu plus, c'est pas ça qui a été le premier. Et donc, oui, il a permis tout simplement de pouvoir trouver un joueur en position haute. Le problème, c'est qu'en première mi-temps, je crois qu'il perd pratiquement tous ses ballons, mis à part le premier, le but. Catastrophe Di Maria en première mi-temps. Et en deuxième,
physiquement, il plonge jusqu'à sa sortie. Voilà, il n'a pas fait un gros match. Après, Draxler était un peu plus juste dans les peu de choses qu'il a eu à faire. Après, voilà, Draxler, on sait que c'est pas exceptionnel, mais je l'ai trouvé un peu plus juste techniquement. Et puis, il a aussi cette utilité par rapport à sa taille. De récupérer les ballons. Ouais, de prendre pas mal de ballons. Donc, il a été un peu plus utile que Di Maria, sans être non plus phénoménal. Arias. Moi, je trouve que ces deux joueurs ont été une franche déception. Là où Dagba et Bakker, tu peux leur trouver des excuses, ça commence à devenir difficile de trouver des excuses. Alors oui, Draxler, il y a eu du mieux dans la tenue du ballon, il a permis quelque chose, mais ce qu'il permet, c'est tellement en deçà de ce qu'il devrait permettre. C'est vraiment les deux joueurs que j'ai le moins. C'est les deux joueurs que j'arriverai pas à faire la Par rapport à leur qualité, le moins aimé. Ouais, voilà, j'ai pas envie de les mettre en avant, quoi. J'ai pas envie de les mettre en avant. Là où encore une fois, ouais, Bakker et je leur trouve des circonstances atténuantes. Eux, j'ai pas envie de leur trouver des circonstances atténuantes. Moi, je suis d'accord sur vraiment sur Draxler. J'ai trouvé qu'il a fait son match sans être incroyable. Ouais, mais notamment sans anticipation, dans les orientations vite du ballon dans les 30 derniers mètres, ça a été un bon relais entre Neymar et Mbappé, notamment au troisième but où il fait tout le travail de récup et il s'oriente, il casse la première ligne. Et d'ailleurs, là, c'est encore une nouvelle limite des stats. Je trouve Di Maria beaucoup plus important sur son avant-dernière passe sur le premier but que sur sa passe soi-disant décisive, parce que lui, il est juste en relais de Draxler et il envoie une passe qui n'est pas très très belle à Mbappé, qui se retrouve un peu trop excentré. C'est Mbappé qui derrière fait l'exploit individuel. Donc ça compte comme une passe décisive, mais la passe n'est pas superbe. Et Di Maria, oui, a plutôt subi le match comme on l'aime pas. D'ailleurs, malgré le fait qu'il ait été décisif, pour une fois, il a été mal noté par la presse. D'habitude, un joueur qui a une passe D, on lui met 7, 8, là il a plutôt le 4 ou 5. Donc, ça a été après, quand le reste du match, même s'il a un but. Très mal, Lionel. Ouais, redis, pardon. J'ai dit, même s'il avait mis un but, quand tu vois tout ce qu'il a raté, etc., il ne doit pas eu la moyenne, c'est pas possible. Il a vraiment été. À la mi-temps, moi j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'on puisse le sortir, mais vu que Keane physiquement n'était pas capable de tenir. On l'a vu, en 5 minutes, il était cuit. Ouais. Et enfin, on va passer sur peut-être les deux patrons offensifs du match. Effectivement, Neymar et Mbappé. Dreyas, un mot sur la performance des deux joueurs. Pour ce qui est de Neymar, pour moi, résumer sa performance du match, c'est un génie qui ne cadre pas. Parce qu'il a été magistral dans le jeu, cette fin de frappe, et même dans le jeu sans ballon. Son placement, son attitude sur le terrain, lui qui nous fait tellement tilter. Il finit un peu blessé sans se plaindre. Lui qui finit tellement à chaque fois en train de réclamer des trucs. Là, il a réclamé une faute, mais il avait raison de la réclamer, et sinon, il n'a rien réclamé du match. Il avait une attitude parfaite. Il y a juste un énorme bémol. Neymar cadre ne serait-ce qu'une frappe. Il est peut-être pas au 10, mais il est au moins au 9. Le problème, c'est qu'il fait une frappe qui est molle et deux frappes qui ne sont pas cadrées. Et d'une manière générale, ça fait vraiment un bail que Neymar ne cadre plus. C'est l'inquiétude. Mais ce Neymar-là, on en redemande. Et quand il est en Ligue 1, il peut vite être insupportable, peut vite être chiant. Mais quand il est à ce niveau-là, tu ne peux qu'applaudir des deux mains. Et Kylian Mbappé, que de transformation depuis l'arrivée de Pochettino. On a l'impression, alors est-ce que c'est Pochettino, est-ce que c'est Mbappé, est-ce que c'est Mbappé qui arrive? Je pense que c'est plus au niveau mental que ça s'est joué tout ça. Mais plus que physique, je pense que c'est au niveau mental. Après, il y a un travail devant le but qui n'était pas fait avec les autres coachs. Mais est-ce que c'est Mbappé qui a digéré toute cette phase? Parce qu'on a l'impression parfois, on a l'impression de retrouver le Mbappé de Monaco. 3 crans au-dessus, c'est-à-dire que plus consistant dans le jeu, plus influent d'une manière générale sur l'équipe, en étant aussi décisif que quand il était à Monaco. Quand tu parles du Mbappé de Monaco, c'est ce joueur qui, à 40 mètres du but, quand il a le ballon, on sait qu'il va y avoir danger. Ouais, voilà. Et là, tout à coup, on retrouve cette impression de danger systémique. Il a mis Neuer en PLS par 2 fois. Il a mis Boateng en PLS ultime. C'est le deuxième but, je crois. Son deuxième but, ouais, voilà, où il fait une feinte de frappe qui oblige Boateng à sortir la jambe, et comme ça il se crée un espace de petit pont. On trouve un Mbappé qui redevient létal
tout en étant, alors qu'il était l'état d'avant, mais tout en étant bien meilleur dans le jeu que ce qu'il était à Monaco, il devient vraiment. Il a clairement grandi et peut-être qu'il est temps qu'il aille au Real Madrid du coup. Ou peut-être que ses performances et le fait qu'on en parle peut le faire rester au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, les dernières infos de Sader Lafarge de RMC. Oui, non, Sader Lafarge, ça discute, mais pour l'instant, rien n'a été. Moi, je dis qu'il va rester depuis le début, on verra. Lionel, un mot sur Neymar et Mbappé. Mais alors, juste, je me permets, avant de te laisser répondre, Lionel, il va rester avec le contrat qui dira « Je pars l'année prochaine si j'ai envie de partir ». C'est pas grave, il restera. C'est mon pari. Ça donnera pas raison. Ça donnera pas raison. Bien sûr que si, toi, t'as dit il va partir. Ça donnera pas raison. C'est un autre débat. C'est un autre débat, Lionel. La même chose. Moi, je suis pas inquiet pour Neymar, sachant que c'est un joueur qui, depuis cette saison, a rarement enchaîné 2-3 matchs d'affilée. C'est un joueur qui manque de rythme. On a pu le voir soit contre Lille, puis contre le Bayern. Je pense que quand il va reprendre ce rythme, il aura un peu plus de lucidité dans le dernier geste. Après, oui, pour tout ce qu'a dit Andreas, je pense que je suis assez d'accord avec son analyse. Et Mbappé, on le sent physiquement, on sent qu'il est capable, dans ces matchs-là, de répéter des sprints. Et ça, c'est quand on connaît la difficulté de pouvoir faire autant de sprints d'affilée dans un laps de temps aussi court, 90 minutes. Je trouve que Mbappé a vraiment été très 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 bon pendant ce match-là. Très bien. Bon, on va passer. Chercher le 9, voire le 10. Mbappé. 8, 9. Non, 9. On va. Ce match-là, 9. On va passer, oui, 9, 10, peut-être pas. On va passer sur l'entre-deux matchs, donc sur le match retour, sur cette préparation. Donc, il y a eu un match gagné à Strasbourg assez facilement. 4-1 avec de la rotation, beaucoup de joueurs remplaçants. On peut penser à Sarabia, Rafinha, Herrera, etc. qui ont pu faire le retour. Est-ce que pour vous, c'était une préparation parfaite dans le sens où le match a été vite plié, il n'y a pas eu de blessés? Lionel, est-ce que tu trouves qu'on a bien géré ce match? Oui, après, on a gagné, ce qui était le plus important. Le match était agréable. On a donné du temps de jeu aussi à des joueurs qui n'en ont pas beaucoup ces derniers temps. On a permis à la défense Kimpembe, Danilo de se jauger un peu avant le match. Rassuré ou pas d'ailleurs? Est-ce que cette défense t'a rassuré ou c'est dur à juger sur un match comme ça? Non, mais de toute façon, on sait très bien qu'ils ne sont pas ultra complémentaires. Le problème, c'est que la seule solution, c'est à la place d'Danilo, c'est Kerr. Et je pense que là, si on voit Kerr sur le terrain, ça nous fera l'effet d'un laxatif. Donc non, c'est pas la peine. Ouais. Non, je n'ai pas entendu, j'ai eu un gros blanc. Non, je me demandais si tu avais autre chose à rajouter sur ce match, au-delà de la victoire facile, tranquille. Non, pas de blessé. Qui est devenu blanc. Andreas, t'as pas vu le match? Si, un peu des petits bouts en replay. Non, bah oui, c'est le match parfait entre deux matchs de Ligue des Champions. Après, c'est assez marrant, c'est en miroir avec. On avait galéré avant le match contre Munich et Munich avait déroulé. Et là, on vient de pas dérouler, mais c'était un match très ouvert avec des occasions des deux côtés. Strasbourg a eu des occasions, mais nous laissait jouer, blablabla. Mais par contre, Munich a méga galéré. Alors, il faut voir la compo de Munich. Il y a des mecs qui faisaient leur premier match. Oui, mais à l'arrivée, nous, c'était peut-être la même chose. Mais en soi, tu as un espèce de miroir. Est-ce que ça veut dire que Munich va gagner 3-2? Ça m'irait très bien. Parce qu'à ce moment, on serait qualifié. Bah non, si Munich gagne 3-2, c'est pas sûr. Ah merde, oui, avec 2-1. 2-1. Voilà, 2-1. Ça m'irait très bien. Mais voilà, ce match, il était a priori sympathique à suivre, mais il est juste un petit bonbon entre le vrai plat consistance qui est ce soir. Alors c'est vrai que quand on dit Strasbourg et l'horreur, on a souvent peur avec c'est une équipe de Ligue 1 qui tacle le plus, qui met beaucoup de taquets. On a eu des blessures Neymar, notamment. C'était pas le cas pour ce match. Et je me demande si Strasbourg, quoi qu'il arrive, ils sont déjà maintenus, ils n'ont rien à jouer. J'ai l'impression, limite, s'ils n'ont pas. Là, c'est de la parano. C'est possible, ça existe. Oui, bien sûr, mais je pense que ce qui se passe beaucoup plus, c'est juste le fait que c'est une équipe de milieu de tableau qui n'a plus rien à jouer et qui est donc à part ils nous ont respectés, ils n'ont pas voulu nous mettre des taquets comme ils ont pu le faire. Je pense que c'est même pas nous respecter, je pense que c'est juste l'équipe, elle n'a plus rien à jouer et en soi, perdre un match ou gagner un match n'a plus aucun impact pour eux. Ils jouent le jeu ces derniers matchs pourtant. Je pense aussi qu'il y a
le fait. Il venait de battre Lille. Je pense que c'est la part. Je pense que c'est la part. Il venait de battre Lille. Hein. Ouais, mais je pense que c'était pas. Je sais pas, j'ai l'impression que les Strasbourgeois étaient tranquillement. Moi, je pense aussi qu'il y a le fait qu'on ne les ait pas non plus provoqué balle au pied, quoi que ce soit. Parce que souvent, ce qui commence un peu à agacer les adversaires. Les énerver. Voilà. C'est quand Neymar commence à tenter des dribbles, etc. Et après, tout le monde paye derrière pour le cinéma que fait Neymar, quoi. Alors, il y a eu des petites critiques des supporters parisiens sur la gestion de temps de jeu de certains. Par exemple, Mbappé qui sort qu'à la 88e, ou les jeunes comme Simone Senaguera qui rentrent que dans les 5 dernières minutes. Drea, cette gestion des jeunes, est-ce qu'on ne pouvait pas les faire rentrer plus tôt et Mbappé devait-il pas sortir plus tôt? Sur papier, si. Sur papier, si, pour les deux. Après, je pense que Pochettino a des informations qu'on n'a pas. Et je pense pas que Pochettino soit dit tiens, on va laisser Mbappé 90 minutes sur le terrain, comme ça il va pouvoir se péter contre le Bayern. Je pense que s'il le fait, c'est qu'il... Vas-y, finis derrière. Ouais, mais j'avais l'impression qu'on parlait. S'il le fait, j'ai l'impression que c'est parce que le joueur lui dit, c'est parce que le staff médical lui dit en ce moment il peut jouer et ça fera pas de mal qu'il joue, quoi. Et ces polémiques-là, je pense que c'est plus des polémiques pour faire des polémiques. Sur le papier, encore une fois, oui. Moi, les jeunes, j'aimerais beaucoup plus les voir, mais en même temps, j'attends pas tellement de voir les jeunes dans le final, dans un final comme celui-ci, à la fois où on est en Ligue des Champions, on est en Coupe de France, et on est dans un championnat où le suspense n'a jamais été aussi fort depuis, je sais pas, 25 années. Donc, c'est pas le moment où j'attends de voir les jeunes. Et pour Kylian Mbappé, si Kylian Mbappé dit je veux jouer, si le staff médical dit il peut jouer, je vois pas pourquoi le coach le sortirait, parce que peut-être que le joueur en a besoin et c'est peut-être ça qui va lui permettre de faire une grosse performance ce soir. Après, si ce soir il se chie dessus, Lionel, ce sera une autre histoire. Pour revenir sur Mbappé, quand on regarde bien, il a joué pratiquement 90 minutes, sachant que je pense que dimanche, les joueurs devaient être soit en soins ou au repos. Lundi, l'entraînement, on va dire plutôt mise en place tactique. Donc, il avait peut-être besoin de ces 90 minutes pour arriver à 100% mardi, parce qu'il n'y a pas non plus, entre samedi et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entraînement possible pour Pochettino. Parce que dimanche et lundi, c'est peut-être des soins, récupération, peut-être un peu de mise en place tactique. Et donc, Mbappé a besoin, lui, de pouvoir répéter les efforts pour arriver en pleine forme dans un match comme ça. Donc, je pense que c'est ce genre de joueur, c'est comment se gérer. On le voit à l'étranger avec Cristiano Ronaldo et Messi à la grande époque, qui jouaient tous les matchs. Qui joue tout le match de Munich, qui est un des seuls titulaires. Voilà. Donc, je pense que à ce niveau-là, je pense qu'ils savent, ils connaissent leur corps et ils sont capables de savoir à quel moment ils peuvent pousser un peu plus, à quel moment il faut calmer un peu. Et puis, ils ne jouent pas à un poste où il doit continuellement pendant le match faire des efforts. Donc, il a bien géré ses efforts, il était là, il a pu faire quelques sprints. C'était limite un décrassage la deuxième mi-temps pour Mbappé. Et ça, et l'avis des médecins aussi. Je pense que les médecins donnent leur feu vert. C'est évident, c'est évident. Voilà. Et sur les jeunes, Lionel Sur les jeunes, le fait qu'ils rentrent qu'à la 85e alors que le match est est-ce que ça Je pense qu'en ce moment, on est dans une période où le Paris Saint-Germain a surtout besoin de ses remplaçants. Les Sarabia, les Rafinha, c'est ces joueurs-là qu'il faut réussir à garder jusqu'à la fin de la saison, parce que si on arrive à se qualifier ce soir et aller loin en Ligue des Champions, aller loin en Coupe de France, on a besoin d'avoir des joueurs, on va dire, confirmés, mais qui n'ont pas un temps de jeu exceptionnel, qui restent quand même sous pression. Et l'entrée, par exemple, de Simons ou de Naguera aurait été à la place d'un de ces joueurs-là, qui n'a déjà pas beaucoup de temps de jeu habituellement. Donc, sur une fin de saison où pour l'instant, on est sûr de rien en termes de victoire, en termes de trophées,
c'est pas forcément le meilleur moment pour lancer des jeunes. Donc déjà, les faire rentrer, même si c'est 5-6 minutes, je trouve que c'est déjà bien qu'il ait pris ce temps de jeu. Quand on regarde, je sais plus c'est qui est-ce qu'il remplace, mais je pense que ça doit être de Rafinha. Mbappé et Rafinha, je crois. Voilà, donc Rafinha est déjà un joueur qui, on va dire, un peu plus confirmé, mais qui n'a pas non plus un super temps de jeu depuis l'arrivée de Pochettino. Il fallait pas le sortir à la 55e. Voilà, donc il faut prendre ça aussi en compte. C'est-à-dire que oui, les jeunes, il faut un temps de jeu, mais derrière, des joueurs comme ça, Sarabia, je crois que ça fait un mois qu'il n'a pas commencé un match. Si derrière, tu les fais sortir à la 70e minute, c'est des joueurs que tu peux perdre, mais tu as plus besoin d'eux sur cette fin de saison que des Naguera ou Simons. Je pense que si on avait une avance en championnat, ou comme l'accoutumée, où on est déjà champion à cette période, le débat serait différent. Mais là, aujourd'hui, il faut garder, concerner ces joueurs devant, mais qui sont capables d'être titulaires dans des matchs. Puis il arrive à mi-saison, Pochettino, donc il va s'appuyer sur un il y a une dimension, c'est faire entrer un jeune à la 70e quand tu mènes à 70e, on mène 3-1 ou on mène 4-1 déjà soit on mène 3-0, soit on mène 3-1, il marque vers la 65-70 okay. Strasbourg. Mais faire entrer un jeune quand tu mènes 3-0 dans une période où la défaite est interdite, dans une période, mais c'est pas la même chose que de faire entrer un jeune à la 70e quand tu mènes 3-0, quand le championnat est en cours, en fait, ouais. Si tu veux. Si tu les mets dans une situation de pression, c'est pas forcément leur rendre service. On est dans une période où c'est juste le rush dans tous les sens, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue des Champions, à la Coupe de France. C'est pas la période propice à voir plus les jeunes. Et moi, je suis un des grands avocats et un des grands détracteurs du Paris Saint-Germain pour sa gestion des jeunes. Mais c'est pas maintenant. Pas maintenant, l'année prochaine. C'est au mois d'octobre, c'est au mois de novembre, c'est au mois de décembre, c'est au mois de janvier, c'est au mois de février, c'est pas au mois d'avril, quoi. Ouais. Oui, je suis d'accord. Surtout dans un mois d'avril comme celui-là où clairement en Ligue 1 on a quand même une situation qui est très particulière. C'est pas... on peut même être quatrième. Non, mais de mémoire de supporter, j'ai rarement vu une Ligue 1 où il y avait autant de suspense à la fin. Tu as eu Paris-Marseille, Lyon-Soublan, où à la 30e journée, tu as les 3 équipes en 3-4 points aussi. Il y a aussi l'année. Et tu as eu Paris-Monaco-Nice, non, Nice avait peut-être craqué avant. Là, c'est 4. Là, c'est 4. C'est 4, c'est pas seulement le titre, c'est la place en Ligue des Champions. C'est 4. Et en sachant que le 4e, c'est la première fois depuis 20 ans que le 4e a autant de points en Ligue 1. On est dans une situation qui est très particulière. Tout le monde peut finir 1 ou 4. On est dans un rush, on est dans une situation de pression. Ce qui est passionnant d'ailleurs. On est dans une situation etc., qui fait que c'est pas le moment de faire entrer les jeunes. Alors on leur donne 2 minutes, là c'est très bien. On sera d'accord sur ça. Alors sur Mbappé, il y a un petit truc qui m'a fait marrer, c'est la conf d'après-match de Pochettino. Moi ça m'a pas gêné qu'il reste longtemps parce qu'on était vraiment dans une espèce de décrassage où les Strasbourgeois mettaient pas de taquet, il y avait peu de risques que Mbappé se blesse plus qu'à un entraînement. Mais Pochettino, on sait que c'est quelqu'un de très superstitieux, tous les articles sur lui le disent. Et en conférence de presse, il a rappelé. Vous vous souvenez avant le match contre Barcelone, contre Brest en Coupe de France, quand on mène 3-0, sur Mbappé à la 88e, il met un triplé derrière au Camp Nou. Et là, il le sort aussi à la 88e. Donc je me demande s'il n'y a pas une petite part de superstition qui peut rentrer en jeu. C'est possible. Pochettino est un ancien footballeur. Après, pour revenir sur Pochettino, je trouve que c'est un peu cette sérénité qu'il faut aussi ramener au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avant un match, on a peur des blessés. Et je pense que quand il fait jouer les joueurs, etc., on ne le voit pas ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des blessures, mais par exemple, quand on voit le Real ou autre, il n'y a pas cette crainte de voir Benzema se blesser alors que c'est l'attaquant du Real. Il n'y a pas tous ces peurs-là. Mais je suis complètement d'accord, j'y avais pas pensé, j'irais plus loin que toi dans le sens où, en fait, on a presque autant de blessures, mais on ne vit pas d'une manière aussi dramatique. Mais dans les faits, on a presque autant de blessures. Si tu regardes là, il y a Marquinhos qui va te manquer. C'est monstrueux, Marquinhos. Quand tu joues une mi-temps unique avec Becker, Dagba, Danilo en défense. Mettez-nous il y a 2 ans. On n'a pas Marquinhos, on n'a pas Marco. Mais il y a 2 ans, on était en PLS. Et là, il y a cette espèce. Alors, on va peut-être se faire taper ce soir, mais il y a cette espèce de sérénité parce que lui n'en fait pas un drame. Et peut-être qu'à terme, on aura moins de blessés grâce à ça.
Et il a peut-être réussi à casser ce cycle de la psychose de la blessure. Et j'y avais jamais pensé. Et tu as complètement raison, Lionel. C'est vrai. C'est vrai, c'est un beau point. On avait pensé à la sérénité qu'il amenait entre les matchs, Ouais, mais mais la blessure aussi, pas à ce niveau-là, quoi. Pas à ce niveau-là. c'est peut-être ce dont le PSG avait besoin. C'est peut-être très juste ce que tu as dit, Lionel. Ça demande la confirmation, mais c'est peut-être D'ailleurs, Pochettino n'arrête pas de répéter que pour le moment, il ne peut pas mettre en place vraiment un jeu tactique. Il faudra en reparler en fin de saison, notamment pourquoi on perd à domicile, pas à l'extérieur, etc. Et qui met plus en place un truc psychologique, quoi. C'est vraiment la question. De toute façon, aujourd'hui, c'est pour ça, moi, au tout début, j'étais un peu assez énervé après les défaites du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je prends un peu plus de recul. Je me dis de toute façon, quand on voit que ce soit le manque de préparation physique, l'arrivée de Pochettino qui, depuis qu'il est là, joue pratiquement tout le temps, tous les 3 jours, etc. Les situations font qu'il faut. J'ai presque envie de féliciter les joueurs du Paris Saint-Germain pour leur courage. Parce que je trouve que faire une saison comme ils sont en train de faire, avec tous les déficits physiques qu'ils ont, etc., et réussir malgré ça en avant. Partout, ouais. Hein, à réussir malgré ça à enchaîner et à être encore en course sur tous les. voilà. Je trouve que c'est quand même très courageux et je pense que oui, c'est vrai qu'on peut être déçu des prestations, on peut être déçu de certaines défaites, etc. Mais je pense qu'il faut quand même les féliciter pour certaines capacités de réaction, certains matchs où on les voit vraiment sortir en ayant sué, en ayant tout donné. Et honnêtement, alors c'est vrai qu'on ne prend pas un plaisir fou quand on regarde le Paris Saint-Germain cette année, mais j'ai presque envie de dire que c'est la première fois où je ressens un peu de la fierté quand je les vois jouer dans les gros matchs. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais réagir. La première, c'est pour aller complètement dans ton sens, et il ne faut pas oublier un élément qui justement va dans ton sens, c'est que le Paris Saint-Germain est le club qui, avec le Covid, en termes de temps de jeu et de temps de récupération, a pris le plus cher en Europe. Ouais. Si on prend le Bayern, qui lui aussi a fait une finale des champions, ils ont une coupure qui a été sans commune mesure. D'ailleurs, le PSG traîne ses 2 défaites d'entrée dû à ça encore aujourd'hui en Ligue 1. Et en sachant que le Paris Saint-Germain a eu 2 matchs en retard en début de Ligue 1 parce que la Ligue 1 a trouvé bon de programmer le premier match de Ligue 1 en même temps que la finale de Ligue des Champions. Et puis n'oublions pas que le Bayern, à la fin de la saison, jouera 4 journées de championnat de moins que le Paris Saint-Germain. Parce qu'ils ont plus, mais ils ont commencé beaucoup plus tard et à l'arrivée, le PSG. Mais par contre, je voulais réagir à un truc que tu as dit, mais j'ai complètement oublié, donc on va passer à autre chose, tant pis. On va passer à la suite. Donc il y a les retours de Verratti et Paredes. Donc Pochettino a dit que Verratti serait peut-être pas apte à débuter le match, mais imaginons qu'il le débute. Est-ce que si Verratti et Paredes débutent le match, est-ce qu'on peut jouer de la même manière qu'à l'aller? Est-ce qu'il faut jouer de la même manière qu'à l'aller ou ce serait dangereux? Marias. Tu peux pas jouer à la même manière qu'à l'aller. C'est-à-dire que tout à coup, tu as 2 joueurs qui sont capables de garder le ballon au milieu et c'est qui sont capables de le distribuer. Donc c'est complètement différent. Mais après, Paredes, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a Marco Verratti ou si tu as Rafinha, ou en gros, s'il y a un 8 pour toi, entre guillemets. S'il décide de mettre la même attaque qu'à l'aller, il faudrait plus mettre Herrera que Paredes, par exemple. En soi, pour moi, Paredes, si tu n'as pas un Verratti ou un Rafinha devant, tu vas au suicide. Surtout si tu l'associes à un Gay, parce que Danilo est promis à la défense. Tu vas clairement au suicide parce que Paredes, quand il a un 8 devant qui est capable de casser les premières attaques de l'adversaire, il est capable de se placer et de trouver les réponses. Mais si tu n'as pas ça, il est d'une immobilité qui est rédhibitoire et qui est cataclysmique en fait. Et alors après, pour revenir à ta question, qui est est-ce qu'on devrait jouer différemment? De facto, le jeu serait différent, dans le sens où si tu as par exemple Marco Verratti, par ses récupérations, par sa capacité à garder le ballon, inévitablement amènerait un Ola au temps fort du Bayern. Ça ne veut pas dire que les temps forts du Bayern n'existeraient pas, mais c'est juste que les temps forts du Bayern, plutôt que de durer pendant un quart d'heure non-stop, ne dureraient que 3, 4, 5 minutes avant d'avoir une vraie phase de possession parisienne, puis ensuite de ça, 3, 4, 5 minutes. Et la nature du match n'aurait rien à voir. Tu ne peux pas jouer de la même manière, c'est vraiment pas le même profil de joueur. Clairement, à l'aller, on a renoncé au milieu de terrain. Et si tu as ces 2 joueurs, tu ne peux pas renoncer au milieu de terrain. Lionel.
En partant du principe que le Bayern a de fortes chances de dominer le match, je me demande est-ce que Paredes est vraiment le joueur qu'il faut. Surtout sans Verratti. Surtout sans Verratti. Exactement, et puis en plus de ça, comme tu dis, le problème c'est que quand il a un joueur comme Gay qui va jouer plus ou moins sur la même ligne, Catastrophique. c'est un joueur qui, alors techniquement, qui est très très bon, mais qui est très très bon quand il n'est pas pressé. Dès qu'il est pressé, c'est passe en retrait, passe latéral dans le meilleur des cas. Et en plus de ça, je pense qu'il faut quand même un milieu de terrain qui sera capable de protéger la défense parce que euh, Kimpembe Danilo, c'est pas ce qui se fait de mieux, quoi. Donc toi, tu partirais sur du Herrera Gay demain. Je pense que parmi ce qu'on a, par rapport à la défense centrale, c'est le milieu de terrain le plus à même à fournir un match correct. Après, est-ce que Verratti est apte à commencer? J'ai du mal à croire. Donc, je recommencerai avec le même 11 on va dire, qui a. Tu peux pas, t'as pas Marquinhos. Non, mais le même 11 qui a joué à la sortie de Marquinhos. Quoi. Mais alors sur Paredes, j'ai envie de le défendre parce que qu'est-ce qui prend cher? Paredes est capable d'avoir des bonnes relances sous pressing. Hein. C'est pas ça le souci pour moi avec Paredes. Paredes, c'est pas les phases de possession sous pressing, c'est les phases de défense quand l'adversaire a la balle ou surtout quand il est associé à Gay qui lui a tendance à dézonner. En gros, tu te retrouves avec Paredes qui est en 6 défensifs et là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, je trouve que même moi, je trouve que même sous pressing, Verratti ou pas Verratti, il a cette tendance à aller se positionner au sein des deux centraux. Ça oui. Mais on parlait de sa capacité de relance sous pressing. Justement, il va en défense pour se cacher, pour relancer sur l'axe gauche ou l'axe droit. Peut-être que tu as raison, mais je suis pas convaincu de ça. Je pense que si tu le mets au-dessus de lui, lui qui est capable de défendre, qui est capable de couper les premiers trucs, il va te trouver des réponses et défensivement, il ne sera pas complètement. Il avait fait en finale d'ailleurs contre Munich. Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il est capable de le faire. Par contre, si jamais tu lui mets pas celui de devant, c'est juste d'elle. Et oui, je pense que oui, Herrera serait la meilleure réponse. Après, c'est vrai que. Et surtout parce que Gay dézone. C'est complètement. Oui, Gay, il resterait un petit peu à côté de lui, tu aurais un vrai milieu à deux, ce serait différent. Mais Gay dézone dans tous les sens. Donc Paredes se retrouve vraiment seul et ça, c'est pas possible, quoi. D'ailleurs, c'est ce que montrait une analyse du match contre Lille où Paredes joue avec Gay. Et on voit clairement dans la carte de chaleur Paredes qui est au niveau des centraux. Donc, du coup, c'était un espèce de 4-4-2, mais qui était plus un 3 défenseurs, Gay beaucoup plus devant. Alors que contre Strasbourg, où Paredes ne joue pas avec Gay, mais joue avec Herrera, il y a vraiment une ligne de 2. Ouais, mais c'est ça. Il peut pas rester seul au milieu parce que sinon il est dépassé. Bon, on verra bien ce qui se passe demain. De toute façon, avec ce pari, on ne sait pas trop ce qui se passe. Que ce soit Barcelone, Lyon, que ce soit Barcelone, Lyon, Munich. Rectifie. Ça fait 1h07 ce soir. C'est bon si vous écoutez jusque là. Rectifie quand même pour principe. Voilà, merci. Que ce soit Munich à l'aller, Barcelone à l'aller ou Lyon le dernier match, c'est vrai qu'on ne peut pas du tout s'attendre à ces performances du PSG, c'est 3 performances différentes. Donc on ne peut pas, mais quelle que soit la compo, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et on peut noter une chose, c'est que mine de rien, depuis Pochettino, il se passe des trucs pendant les matchs. Je suis d'accord. Il y a tout à coup, tu retrouves un intérêt autre que le fait que ce soit le Paris Saint-Germain, à te dire tiens, je vais aller regarder un match de Paris. On ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Alors, des fois, on va passer complètement à côté. Mais il y a des fois, on va faire des matchs où, clairement, c'est des matchs. On espère que ce sera la même chose ce soir. Exactement. Je vais vous dire un truc. Il va pas en te faisant chier, quoi. Ce qui était le cas avec Tourelle et Blanc. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette année, c'est la bonne. Faut déjà passer Munich ce soir. Donc oui, c'est sûr, mais je sais pas pourquoi quand je vois le parcours possible du Paris Saint-Germain par rapport à cet effectif. C'est City en demi, voilà. Le ce serait Tourelle en finale. Oui. Je trouve que c'est-à-dire que l'an dernier, on
on l'aurait gagné l'an dernier, on nous aurait dit ouais, mais c'est la Ligue des Champions Covid, etc. Oui, là, Je trouve que là, le parcours qui peut nous être proposé, là, c'est indiscutable. Même C'est en poule, indiscutable. hein. C'est indiscutable. Mais même ne serait-ce que depuis quart, Bayern, tu Oui, tapes mais le Leipzig Bayern. United en poule, hmm, tu tapes le Barça, Le peut-être le Barça, Real Munich, et derrière City. Barça, Munich, City, et tu bats le Real en finale. Là, il n'y a personne. Mais déjà, le fait de battre Personne ne peut Barça et parler. Munich et de faire une demi-finale, ça serait peut-être plus Oui, gratifiant qu'une finale mais internationale. même si tu fais. Là, si tu gagnes, t'es. Lionel, le avant roi que tu d'Europe. nous parles du Le roi dossier d'Europe. Neymar dans France Football, un petit pronostic pour le match de ce soir. Mais je, pas je, de chance. je pense, je sais pas si on va perdre, gagner ou faire un match nul. Je pense, comme j'ai dit, que cette année, je le sens que c'est pour Paris. Je pense qu'on ne sera pas champion, mais qu'on va aller chercher avec des champions. Je sais pas. C'est la première fois depuis que je supporte Paris que j'ai cette sensation aussi forte que, voilà, que on Je est. l'avais à l'époque Pierre Fanfan et tout. Je le sentais bien cette année-là. Moi, Sylvain Armand, Pierre c'était Fanfan. nanar. Moi, c'était nanar. Dreias, un prono? Ben, écoute, moi, ce que j'espère vraiment, et c'est pas ce qu'on a montré jusqu'à maintenant, parce qu'on a montré jusqu'à maintenant des matchs retour qui étaient très en deçà des matchs allés. Ce que j'espère vraiment, c'est de voir un match aussi beau que le match aller. En se qualifiant. Après, bah, honnêtement, par exemple, tu perds le match 3-1, 4-3. mais en trouvant, ou 4-3, ou en trouvant des solutions, en trouvant machin, et c'est juste, ça passe pas, c'est Navas qui cette fois fait son grand match et tout. Neuer. Je serais, oui, Neuer, oui. Je serais déçu, bien sûr, mais je serais heureux parce que ce sera la première fois depuis Carlo Ancelotti. Depuis le retour à Barcelone, où tu auras depuis l'espoir. Carlo Ancelotti Tu sortiras fier. contre Barcelone, où tu sortiras Avec de la de Ligue des l'espoir. Champions en train de te dire on a fait quelque chose. Et c'est vraiment ça que j'attends. Après, bah, le prono réaliste, ça sera un 3-1 pour le Bayern, mais le prono souhaité, ça va être un, allez, on va dire 4-3 pour le PSG. Ouf, ah oui, c'est différent. 1-2-4-3. Moi, je donne pas de prono pour la bonne raison. J'ai absolument aucun pressentiment. J'en avais pas contre Barcelone. Le retour, je le sentais pas. Munich Alley, j'en avais pas. Non, je ne ressens plus rien au pressentiment. Je me laisse juste vivre par les matchs de nouveau en essayant de moins rentrer dans l'analyse. Basto vient de vous révéler son impuissance. Voilà, la petite pause foot m'a fait du bien. Peut-être impuissance, comme tu veux. Oui, c'est ça. Mais je me m'aventurerai pas. Après, tout à l'heure, dans cet après-midi, quand Expert a envoyé un message, j'ai eu un petit truc pendant une demi-heure où je le sentais mal, en mode on va vraiment subir, on va perdre 4-1, mais je préfère pas le dire du coup. Mais je ne l'ai plus, je ne sais pas ce qui va se passer. On verra. Lionel, un petit... Ah, et un truc à redire, c'est qu'il y a un truc importantissime pour qu'on vive le match d'une manière pas trop douloureuse, c'est qu'on marque les premiers. Parce que si le Bayern, ne serait-ce que dans les 60 premières minutes, si le Bayern marque en premier avant la 60e, de la 60e à la 90e, ça sera invivable. Je l'ai dit avec les bons en détachant bien les syllabes. Silence. Lionel, tu as lu le dossier de France Football sur Neymar. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, un petit topo? Oui, bon après, ils disent pas grand-chose. Hein. Ils parlent de différents points sur lesquels qui fait que pour eux, Neymar va prolonger. Bon, déjà, il y a les interviews de journalistes qui sont très proches du clan et qui disent que de toute façon, que ce soit par rapport au salaire proposé, par rapport au fait qu'aujourd'hui il se sent bien à Paris, il n'y a aucun d'autre qui prolongera. Il parle de son entente avec Mbappé, où il dit que Mbappé l'a beaucoup aidé à s'intégrer en France et à se sentir un peu plus français. Et après, ils analysent aussi l'apport de Neymar au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il fait déjouer le club, etc. etc. Bon, voilà, c'est un dossier qui je n'ai pas trouvé exceptionnel. C'est pas le meilleur dossier qu'on a pu voir de France Football. Et est-ce que toi, tu penses qu'il fait déjouer le club du coup? Je pense que... Alors,
c'est pas un joueur que je me cache pas, c'est pas un joueur c'est plus la personne que j'ai pas vraiment d'attache, mais je pense que de toute façon, le Paris Saint-Germain est forcément plus fort avec Neymar que sans Neymar. C'est paradoxal. Parce que moi j'ai de l'attache pour la personne, mais le joueur me tilte. Sauf quand il fait des matchs comme contre le Bayern à l'aller, où pour moi, il est exceptionnel, il y a juste le fait qu'il ne cadre pas. Mais j'ai de l'attache pour cette personne. C'est-à-dire que c'est cette espèce de mec qui a été enfermé dans une projection de lui-même depuis ses 8 ans et qui n'en est jamais vraiment sorti par ses parents, quoi. Et je le trouve très touchant. Je le trouve très touchant, comme je trouvais Enfin, c'est Julie qui avait une comparaison qui était intéressante à ce niveau-là, qui disait que Neymar avait un peu le syndrome de Ronaldinho. C'est-à-dire alors, je pense qu'il est un peu plus impliqué dans le foot que Ronaldinho, mais je trouve que c'est une personnalité touchante. Je pense que c'est un mec qui est attachant. Tous les gens qui le connaissent disent que c'est un bon gars. Je pense que c'est vraiment un bon gars. Il y a des trucs qui lui manquent. Non, pas tout à fait. Il y a clairement des trucs qui lui manquent. C'est un impulsif, etc. Il sait toujours pas se contrôler sur tout un tas de choses. Mais à l'arrivée, ne le sera pas, je crois. Non, mais à l'arrivée, je trouve que c'est un personnage attachant. La problématique, c'est quand il te fait des matchs. C'était quoi le match avant le Bayern? C'est Lille rouge avec deux provocations. Enfin, t'as envie de lui mettre 2 claques et de lui dire remets-toi à ta place. Mais moi, je trouve que l'homme est touchant, c'est le joueur qui parfois me tilte. C'est un personnage touchant, mais qui serait profondément inintéressant dans un documentaire, je pense. Sans doute, sans doute. Mais il reste touchant, c'est-à-dire qu'il n'est pas le footballeur lambda qu'on a déjà vu. Il est profondément humain en fait, et il est peut-être triste dans la manière d'être. On n'a pas vu ce morphotype-là 25 000 fois, c'est-à-dire qu'il est ce qu'il est. Et rien que ça, je trouve que ça doit être mis en avant. Après, encore une fois, quand il est footballeur et qu'il se met à faire n'importe quoi, etc. Et surtout quand tu vois ce qu'il est capable de faire en Ligue des Champions. Le mec qui se relève tout de suite, qui gêne pas, qui machin. Et à côté de ça, dès que le match est un peu en dessous, il va te faire des simagrées, Attention, il ne faut pas que je sois taxé de racisme, parce que j'ai dit simagré avec un mec qui est métis. Tu sors, vous êtes banni. Carmenez, hop. Mais voilà, c'est tous ces paradoxes qui le rendent, pour moi attachant. Après, il est tiltant par ça. Lionel, un mot sur la relation Neymar-Pochettino, ils en parlent dans France Football? Oui, il y avait des craintes au départ de Neymar parce que il est très proche de Lucas, que Lucas n'avait pas fait une bonne pub de Lucas Hernandez, voilà, que nous jouons ce soir. Voilà, et non pas demain. Mais précise Lucas Moura qu'on sache, quoi. Ouais. Mais visiblement, ils ont une très très bonne relation et c'est ce qui motive encore plus Neymar à vouloir continuer. Et puis il a aussi l'impression que le projet est vraiment en train de se mettre en place et de se structurer correctement et qu'il pense que dans les 2 ou 3 ans, il sera capable d'avoir une équipe à ses côtés pour l'emmener et la Ligue des Champions. Donc tout cela fait que il va prolonger. Dès cet été, tu nous l'as dit, Lionel, tu nous l'as dit. Et tout à l'heure, on parlait de Kylian Mbappé. Oui. Et quand tu parles de la relation entre Pocket et Neymar, oui. Peut-être qu'il faudrait parler aussi de celle de Kylian Mbappé. C'est tout bête, mais est-ce que c'est Kylian Mbappé qui a digéré sa notoriété? Oui, mais pour le coup, est-ce que Pochettino n'est pas un entraîneur qui arrive petit à petit à gagner les joueurs et vraiment. On parlait du problème des anciens coachs avec les stars, la gestion des stars. Et que indépendamment qu'ils soient des stars, Pochettino les ramène à juste, si Mbappé, en admettant que l'explosion de Mbappé, et c'est sans doute les deux, en admettant que l'explosion récente de Mbappé vienne de Pochettino, donc là je suis dans l'extrême nord, est-ce que c'est parce qu'il a juste ramené la réalité à, non pas t'es une star, mais tiens, vas-y, travaille ça, tu vas t'améliorer, reproduis ce schéma-là. Et on sait quand on était à Tottenham, que quand il était à Tottenham, avec les Kane, etc., ça a été un mec qui a été jugé central par bon nombre de mecs qui sont devenus des stars. Et est-ce qu'il n'est pas en train de réussir le pari là où tout le monde prédisait, oui, Pochettino, c'est bien,
mais machin, et avec les stars, il n'a pas de référence. Est-ce que justement, il n'est pas en train de franchir ce pari? Je pense que là, il y a un débat qu'il est Ça, trop c'est tôt un peu pour trop tôt avoir, pour avoir, mais mais même, qui potentiellement peut être très même, intéressant. même au-delà de Mbappé et Neymar, des mecs comme Herrera, Danilo, voire Gay, c'est des mecs juste, il va les mettre dans le sens où ils savent jouer et non pas les faire jouer un autre jeu. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'a déclaré Sarabia au sortir du match contre Strasbourg? Ou même, il a dit la même chose, Rafinha, alors que Rafinha, on est tous en train de tilter parce qu'il joue pas. C'est, bah oui, voilà, pour aller jusqu'à la fin de la saison, on a besoin d'être 15, on a besoin d'être 16, etc. Et oui, ça fait du bien de jouer, mais au-delà de ça, on est en train de trucs. On verra. Et tout à coup, on trouve un espèce d'équilibre. Alors, il est trop tôt pour le dire. Après, si on perd 4-0 ce soir, et non pas demain. Là, ça fait trop. Oui. Non, sans blague. Est-ce qu'on n'a pas un coach comme Ancelotti qui sait rassembler? Il y a verra, pas mal de choses qui commencent à le dire. Ce que prochain. tu es en train de dire sur Neymar par rapport à l'article dans France Football va dans ce sens-là. C'est trop tôt pour le dire, mais ce sera peut-être un thème qu'il faudra aborder. En sachant que la semaine prochaine, à cause de ce soir, dans le prochain podcast, on sera non mais Pochettino, c'est qu'une esbrouffe, il sert à rien, etc. Ça, c'est l'aventure parisienne. Bah, on verra ça. Bon match à tous. Merci Lionel d'avoir fait ce podcast avec nous. Merci les gars. Et merci Drayas. Bon match, hein. Et puis, j'espère qu'on sera très heureux dans 3 heures. Oui. Vas-y, commence tard là. Hein. Ah là là. Franchement, on n'a même pas la compo. Les champions, ils font n'importe quoi. C'est pas sérieux cet organisme. Le match devrait être fini, on n'a pas la compo. Bon allez, bonne soirée à tous. Ciao tout le monde. Allez.